Bonjour à toutes et à tous. Avec Laurent Guimier et Jean-Christophe Tortora, nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce premier Perma Restart Café, co-organisé par La Tribune et ETX Studio. Pourquoi Perma Restart Café? Tout simplement parce que nous croyons beaucoup à la puissance de l'analogie entre la permaculture et la transformation du management et de la société. En effet, la permaculture, c'est un système plus inclusif, plus harmonieux, plus efficace. Bref, pour le dire dans une formule, mieux on mélange, mieux ça pousse. Et pour le dire dans un hashtag, mieux, différemment, moins. C'est pour cette raison que chaque semaine, nous allons recevoir une personnalité du monde politique, économique ou de la société civile pour réfléchir tous ensemble à ce que pourrait être, devrait être, un restart gagnant pour l'économie française, européenne, mondiale, avec cette idée qu'on espère que la France peut être un moteur de cette réinvention. Et on a l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir une étoile montante, Aurélie Jean, que Jean-Christophe Tortora va vous présenter. Merci Jérôme. Oui, pour cette première, avec Aurélie Jean, finalement, quand on s'épanche sur son parcours, on se pose la question s'il existe plusieurs Aurélie Jean. Eh bien non, déjà, réponse à cette question, il y a une seule Aurélie Jean. En effet, son parcours est assez extraordinaire, il faut le dire, à la fois scientifique, codeuse, chef d'entreprise. Alors, peut-être reprendre à la fois son parcours. Elle a un doctorat en mécanique et services des matériaux. Elle a été dans le biomédical, elle a fait l'université Pierre et Marie Curie, l'université d'État de Pennsylvanie, l'école nationale supérieure des mines de Paris, l'école normale supérieure de Paris-Saclay et le célèbre MIT. Vous voyez, certains, il leur faudrait plusieurs vies. Aurélie Jean, voilà, à peine 37 ans, a accompli plusieurs vies. Alors oui, finalement, Aurélie Jean, elle incarne bien la permaculture parce qu'en effet, comme l'a dit Jérôme, plus on mélange, mieux ça pousse. Et à vrai dire, à 37 ans, ça a très, très bien poussé. Femme entrepreneur depuis 3 ans, elle est devenue un rôle modèle pour les femmes. Mais j'allais dire, mais pas que. Un rôle modèle tout court pour les femmes et les hommes, car elle concilie à la fois engagement, entrepreneuriat, et également avec une envie de s'impliquer dans la transformation de la société d'aujourd'hui et de demain. Alors, tout simplement, avant d'accueillir Aurélie Jean, puisqu'elle vit entre Paris et les États-Unis, plus particulièrement Los Angeles, je dirais la chose suivante. Les Français et les Américains ont connu à une certaine époque une Française qui s'appelait Marion Cotillard. Vous savez, elle avait gagné l'Oscar du meilleur rôle dans La Môme. Eh bien, avec Aurélie Jean, je lui décerne ce matin l'Oscar de la femme entrepreneur dans la guerre des étoiles. Silence, on tourne. Ben, il me revient de poser la première question. Bonjour Aurélie, bonjour à tous. On va d'abord parler de vous avant de parler d'un livre qui sort aujourd'hui et qui va structurer une partie du moment qu'on va passer ensemble parce qu'on n'est pas complètement sorti évidemment de cette crise et avec tout ce qu'a dit Jean-Christophe, je pense que votre regard et surtout ce que vous avez vécu depuis 6 mois est particulièrement, pardon, 6 mois. 2 mois est particulièrement éclairant, mais le temps passe tellement lentement finalement que on en vient à faire de ce type d'erreur. Première question toute simple, comment avez-vous vécu cette période? On va la serrer un petit peu, parce qu'il y a évidemment ce qu'on a vécu individuellement, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'abord, juste avant le confinement, de votre position de scientifique et d'intellectuel, comment vous avez vécu l'avant-confinement? Et pour faire très simple, est-ce que vous avez vu venir cette crise peut-être un peu mieux ou différemment que tout le monde? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors en fait, pour être tout à fait honnête avec vous, avant le confinement, je n'ai pas mesuré les tenants et les aboutissants en fait, de cette crise sanitaire et de cette pandémie. Et avec toute honnêteté, et parce que je pense qu'on n'avait pas forcément les informations pertinentes, on ne réalisait pas forcément en fait ce que ça allait devenir. Et même avec ce qui se passait en Italie, on aurait pu croire en fait à quelque chose de beaucoup plus local dans le temps et géographiquement.
Donc, oui, je n'ai pas mesuré ce qui allait se passer après, bien évidemment. Et sinon, ce confinement, vous l'avez vécu à Paris et surtout, j'imagine que vous avez passé du temps à écrire. Alors, en fait, j'ai beaucoup travaillé. C'est-à-dire que je l'ai passé dans d'excellentes conditions, je pense par partie privilégiée. Voilà, j'étais relativement bien, au calme, à travailler. Je devais être aux États-Unis pour un cours de printemps. Je n'y suis pas allée parce que l'université a fermé. Donc, je suis restée à Paris. Et voilà, j'ai travaillé et j'en ai profité également pendant les soirs et week-ends d'écrire un petit essai qui sort aujourd'hui. Dont on va parler dans quelques instants. Mais je continue cette chronologie du confinement avec le déconfinement. On va aussi beaucoup en parler dans les 3/4 d'heure qu'on va passer ensemble. Y compris ce que vous avez pensé, réfléchi, écrit, et ce qui se passe depuis lundi en France, depuis le déconfinement. Est-ce que vous sentez déjà des changements de comportement? J'allais pas dire des amendements par rapport à tout ce que vous avez et tout ce qu'on a peut-être réfléchi ou espéré, mais comment vous voyez cette période depuis 4 jours d'une France, d'un pays, d'une nation qui réapprend à vivre, non pas comme avant, mais autrement? Écoutez, je n'ai pas vraiment vu véritablement de changement pour le moment. Je pense qu'il faudra attendre un peu plus longtemps. En tout cas, j'espère que tout ce que nous avons appris individuellement et collectivement dans ces quelques semaines, j'espère qu'on va pouvoir les conserver ou en tout cas capitaliser et transformer l'essai dans les prochaines semaines et les prochains mois à venir, autant du point de vue professionnel que personnel, et puis aussi à l'échelle étatique, bien sûr. Alors, on va parler de cet ouvrage dans quelques minutes avec Jean-Christophe Tortora. Hein. C'est un éloge de l'apprentissage, hein, on va le dire comme ça, que vous écrivez. C'est un manifeste aussi d'un monde que vous espérez. Il y a ça bouillonne, hein, il y a plein d'idées, il y a plein de concepts, il y a plein de foi finalement dans l'amélioration du monde au travers de la crise qu'on vient de vivre. Alors, en fait, on va un peu descendre les différents concepts que vous décrivez, mais il y a quelque chose qui est au cœur et c'est normal, c'est à la fois votre formation et votre vie qui l'impose, au cœur de cet ouvrage, c'est la nécessité absolue de votre point de vue de faire en sorte que la science, sous toutes ses formes, prenne la place qu'elle n'a, d'après vous, jamais eue dans la société et notamment dans la vie collective et dans la vie politique. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, de votre point de vue, la science, alors qu'on a quand même l'impression qu'on ne parle que de ça et qu'on est plongé collectivement dans ce domaine depuis 2 mois, elle n'a jamais eu le niveau d'intérêt qu'elle aurait dû susciter? Alors, en fait, j'ai envie de dire peut-être reprendre une place, parce que la science a eu quand même une très belle place, même au siècle des Lumières ou avant. Je pense que c'est ce que j'explique dans le livre, c'est-à-dire que la science, le développement d'une culture scientifique, la science intervient dans plusieurs domaines. D'une part, dans le développement d'une culture scientifique pour développer son esprit critique. Et je démarre le livre en expliquant en fait ma méthode d'apprentissage qui se base sur ce qu'on appelle la méthode scientifique, qui s'appuie autant sur l'observation, l'expérimentation, le raisonnement logique et la théorie. Et j'explique en fait cette méthode peut être utilisée tous les jours et pas que dans les sciences, pour justement, durant ce confinement, on observe, on expérimente, on revoit la théorie et on raisonne différemment. Et c'est vrai que les sciences, en fait, doivent reprendre une place importante autant dans la culture de chacun, de façon à développer son esprit critique, de façon à remettre en question, de façon à revoir les théories, les idées reçues, et puis à juger de la pertinence d'un contenu, que ce soit d'un discours, d'un article, d'une situation, etc., etc. Et puis, comme vous l'avez dit, Laurent, il y a aussi l'aspect politique, c'est-à-dire c'est quelque chose pour lequel je me bats, et on est nombreux scientifiques à vouloir ça, à savoir en fait que il est important que les dirigeants économiques et politiques de notre pays et de tous les pays, d'ailleurs, ça touche pas la France forcément, que ces personnes s'entourent de scientifiques, et pas seulement en cas de crise, mais tout le temps, de façon à pouvoir alimenter cette réflexion, de pouvoir mettre les sciences au cœur des formations, mais aussi des réflexions et de l'innovation en règle générale. Et puis, c'est pour ça aussi que je parle de mettre aussi les sciences au cœur des formations des dirigeants politiques et économiques de notre pays. Mais d'un mot, qu'est-ce que les scientifiques doivent faire eux-mêmes aussi parce que c'est bien gentil de dire c'est à la faute des politiques, c'est la faute des gens. Enfin, les scientifiques eux-mêmes ont peut-être une remise en cause à opérer sur, je sais pas moi,
leur façon de parler, leur façon d'agir, qui permettrait peut-être de mieux les comprendre. Vous avez entièrement raison, il y a aussi un effort de notre part que je n'ai pas souligné dans mon livre, vous avez raison. En fait, ça me paraissait… C'est pour ça que je le remarque. Mais oui, je sais, ouais. Ce sera pour la prochaine édition. D'accord. Mais c'est vrai, c'est parce que pour moi, ça me paraît naturel parce que je le fais, en fait. Oui, il y a un rôle fondamental des scientifiques qui est de démocratiser leur science. Moi, j'aime pas trop le mot vulgarisation parce que je trouve que c'est pas très joli vulgariser. Enfin, j'aime pas trop le terme. Donc, je dis démocratiser leur science, parler au grand public, traduire de façon intelligible en fait tout leur contenu et puis de donner une grille de lecture aux gens et aux décideurs en fait des grands sujets scientifiques mais aussi économiques parce qu'en fait l'économie elle est aussi drivée par la science, faut pas l'oublier, l'innovation technologique, enfin, on est en plein dedans. Donc oui, il y a un énorme effort de la part des scientifiques pour démocratiser, pour parler, pour intervenir dans les débats, pour donner son point de vue et puis pour éduquer au sens large. C'est un très joli mot pour moi d'éduquer, c'est-à-dire d'éduquer les gens sur les sciences comme n'importe quelle personne à un certain niveau doit éduquer, doit transmettre l'information. Il y a des gens qui le font. Voilà, il y a des scientifiques, je pense en particulier, donc un des grands scientifiques français qui démocratise, c'est le professeur Étienne Klein, qui a une équipe, un laboratoire au CEA et qui continue à écrire des livres pour le grand public, à parler et encore une fois à traduire de façon intelligible en fait des grands sujets compliqués. Alors, je rappelle que cet ouvrage sort aujourd'hui en version numérique. L'apprentissage fait la force aux éditions de l'Observatoire. On pourra aussi, j'imagine aussi, l'acheter dans les librairies, mais c'est vrai qu'on peut se le procurer sans doute plus facilement en numérique en fait, directement. Aujourd'hui, il est qu'en numérique et peut-être. Ah, d'accord. Mais en ce moment, il est qu'en numérique. Voilà. D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est la bonne nouvelle et la bonne info du jour. Je continue et Jean-Christophe, hein, tu interviens, pardon, vous intervenez quand vous voulez, Jérôme aussi, parce que le livre foisonne d'idées, de concepts. Il y a une chose qui est importante, c'est cette notion d'individualisme que vous revendiquez en disant que c'est un des piliers de ce qui doit aussi construire l'avenir. Et pourtant, intuitivement, et surtout, je pense, dans la société française, quand on parle individualisme, on pense égoïsme. Donc, il y a une connotation assez négative à cet individualisme. Et vous revendiquez l'individualisme comme une valeur positive, notamment dans ce qui va arriver. Oui, oui, parce qu'en fait, ça, c'est mon expérience franco-américaine. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance d'avoir un État fort pour la santé, l'éducation et tellement d'autres choses qui permettent de donner les mêmes chances à tout le monde, les mêmes opportunités. Et c'est les valeurs de notre République et on peut en être fier. Mais en fait, c'est vrai que j'ai remarqué par rapport aux États-Unis qu'il y a une solidarité individuelle qui est moins importante en France par rapport aux États-Unis. Et c'est comme ça que je l'ai analysé, hein, c'est mon expérience, parce que j'ai observé et expérimenté. C'est qu'en fait, aux États-Unis, vu que l'État n'est pas là, les gens cèdent davantage les uns les autres. Et en France, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, en fait, on a tendance à se dire que l'État est là, donc on n'a pas à céder individuellement. Et je pense que ce confinement a dévoilé les solidarités individuelles sur différentes formes et les initiatives individuelles. Et l'individualisme, en fait, c'est pas de l'égoïsme, c'est juste considérer l'autre dans son individualité, dans son unicité, dans ce qu'il représente, ses qualités. Et donc, c'est ce que je dis, c'est que si l'État met en valeur cette individualité et si les gens se rendent compte en fait de l'apport de cet individualisme au sein de la société, on fera de l'État français une pépite économique et sociale parce qu'on va pouvoir faire lever à la fois la force de l'État et aussi la force des individus. Alors Jérôme Trépigne, parce qu'on pense perma, évidemment quand on vous entend, la permaculture c'est la capacité à faire pousser et à faire déjà se rencontrer et travailler ensemble. Alors, en l'occurrence, des initiatives individuelles, à les fertiliser parce qu'elles se rencontrent. Et c'est là, sans doute, que dans l'organisation de la société, aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait. Et alors, je ne sais pas si c'est le politique, si c'est l'associatif, si ce sont les médias ou les entreprises qui vont permettre, une fois que ces initiatives individuelles ont germé, et c'est le cas, hein, on l'a vu, la façon la plus facile de le dire, c'est… la fabrication des masques, elle s'est organisée aussi beaucoup depuis 10 jours par de l'initiative individuelle. En revanche, il y a éminemment beaucoup d'autres initiatives qui se sont faites jour. La question, c'est comment tout ça va se croiser et fertiliser. Est-ce que vous avez une idée là-dessus de comment, au fond, on va garder le souffle de tout ça après ?
Ou est-ce qu'on va, comme d'habitude, se dire, bon, c'est maintenant à l'État de structurer tout ça? Non, je pense que les gens beaucoup ont découvert la force de l'individualisme sans véritablement l'avoir conceptualisé de la sorte, mais ils l'ont découvert et du coup vont, je pense, le revendiquer, en tout cas vouloir conserver ce pouvoir. Parce que c'est ce que j'explique aussi dans le livre, c'est-à-dire que c'est le vrai pouvoir démocratique aussi. L'État doit être là pour nous garantir les mêmes chances à tous, et nous, individuellement, à notre échelle, on doit grandir, faire grandir les autres, aider, développer des nouveaux modes de fonctionnement, que ce soit à l'échelle de son quartier, de la ville, de sa région, etc. etc. Et donc, c'est ce que je dis aussi, c'est-à-dire que l'État, là où il peut intervenir, c'est en soutenant ces initiatives, soit en les finançant, soit en acceptant de perdre une certaine hégémonie. C'est ce que j'explique. C'est-à-dire qu'il faut aussi accepter, et pour ça, il faut faire confiance aussi dans les gens pour qu'ils puissent trouver des solutions eux-mêmes. Et en tout cas, quand ils en trouvent, il faut leur donner la liberté de les mettre en pratique et de les pérenniser. Et voilà, c'est une confiance aussi. Jean-Christophe? Oui, Aurélie, justement, à la tribune, ces sujets de territoire, de frontières entre mondialisation, territoire global et local, voilà, nous intéressent beaucoup. Vous-même, je vais dire, vous êtes une enfant de cette mondialisation heureuse, je disais tout à l'heure, un pied à Paris, un pied à Los Angeles. Est-ce que vous avez le sentiment que cet après se traduit par cette fin de cette mondialisation heureuse? Et deuxième question, vous dites en effet, il faut que l'État accepte de perdre une certaine hégémonie en France au profit justement peut-être du collectif. Quand on voit encore il y a 48 heures que des maires s'expriment au sein de la tribune en disant que voilà, il faut laisser les maires avoir les mains libres. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une explosion totale de tous les pouvoirs à l'échelle mondiale et à l'échelle locale? Alors, c'est intéressant que vous disiez ça, Jean-Christophe, parce qu'en fait, quand on parle de mondialisation, on pense systématiquement à un système pyramidal. Et en fait, la mondialisation, c'est pas ça. La mondialisation, c'est, vous savez, la première mondialisation au monde, elle était scientifique. Avec l'arrivée de l'imprimerie, la première mondialisation, ça a été le transport du savoir scientifique à travers le monde. Donc, la mondialisation, pour moi, c'est une notion de transport, que les idées, que les gens puissent se bouger à travers le monde et qu'on puisse faciliter les flux, quels qu'ils soient. Et en fait, pour moi, ce n'est pas contradictoire avec l'idée que les gens peuvent, à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une localité, en fait, puissent agir et réagir. Et en effet, je pense que c'est une opportunité pour les territoires. On a un système très centralisé en France par rapport aux autres pays. Il y a Paris et les territoires, et je trouve ça dommage parce qu'en fait, il y a des choses formidables, des initiatives dont la France pourrait tirer profit en allant voir ce qui se fait dans des villes, dans des mairies. Donc, je comprends en fait les revendications des maires, c'est-à-dire que de vouloir en fait avoir peut-être un peu plus de pouvoir, ou en tout cas qu'on leur donne une certaine confiance aussi. Donc, je pense que pour moi, la mondialisation, c'est pas un système pyramidal, et c'est ça qui ressort dans l'esprit des gens. Voilà. Donc, il y a même des gens qui disent que c'est à cause de la mondialisation qu'on a ce qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il faut surtout pas stigmatiser ce terme qui peut prendre beaucoup de formes. Et c'est à nous de décider la forme qu'il va prendre. Et c'est surtout pas en opposition avec les initiatives individuelles. Vous avez peur justement de ce repli à la fois que l'on peut connaître à la fois dans le monde, c'est-à-dire ce repli qui est un risque aussi pour la France, c'est-à-dire un repli à l'échelle de l'Europe, le repli à l'échelle du monde? Oui, en fait, merci Christophe, j'en parle aussi un peu dans le livre, c'est-à-dire que moi j'ai très peur de la stigmatisation des peuples. C'est-à-dire que vous l'avez très bien vu, je pense, dans les médias, c'est-à-dire que moi, étant de culture franco-américaine, ça me fait très mal quand je dis des choses sur les Américains ou quand les gens critiquent les Américains, alors qu'en fait, ils ne critiquent que leurs leaders, leurs décideurs, ils ne critiquent pas le peuple qui souffre aujourd'hui. Et au même titre, on a vu beaucoup dans les médias le terme de virus chinois, en imaginant que ce virus a une nationalité et que le peuple en serait responsable. Et je pense que c'est faire fi du régime de ce pays et puis aussi peut-être d'une certaine posture idéologique et peut-être malhonnête de leurs décideurs politiques. Donc moi, c'est plus ça qui me fait peur. C'est pas tant le repli que la stigmatisation. Je dirais que le repli, c'est une conséquence de la stigmatisation. Et qu'en fait, on risque de stigmatiser les peuples, et c'est dommage, quoi. C'est dommage, et c'est ça. Et je sais, quand je dis ça, c'est un peu naïf et c'est un peu facile, mais je pense qu'il faut vraiment toujours travailler son esprit critique et sortir d'une certaine stigmatisation des peuples qui
va résulter possiblement d'un repli. Alors, on peut penser que c'est évident au niveau, en tout cas souhaitable, évidemment, entre les peuples, les nations, les communautés ou les civilisations, mais à l'échelle d'un pays comme la France, comment vous considérez, vous envisagez, vous craignez ou vous redoutez ce qui va se passer dans un pays comme la France, dans ce qu'on peut appeler une sorte de débriefing de crise généralisé, où je ne parle pas forcément de stigmatisation, mais où il va falloir tirer les leçons de ce qui s'est passé et comment, avec ce que vous décrivez aussi dans une société comme la nôtre qui est travaillée par aussi beaucoup de violence, vous pensez que tout ça peut être canalisé. En gros, pour que les leçons soient tirées, que les sanctions éventuelles soient les sanctions, en tout cas les leçons soient tirées, sans tout simplement que par stigmatisation ou par intérêt, tout ça ne bascule dans la violence. Alors, si stigmatisation il existe, si on a un risque de stigmatisation en France, c'est possiblement entre peut-être des communautés ou même des classes sociales ou des choses comme ça. Mais en fait, la réalité, c'est je pense que cette crise a fait ressortir des problèmes qui existaient depuis longtemps, comme par exemple la crise des hôpitaux en France, la crise d'un certain système médical et puis certains corps hospitaliers, du personnel hospitalier qui se sentaient abandonnés et qu'en fait on a véritablement vécu cette crise, en fait toutes les conséquences en fait de ce dysfonctionnement. Et donc ça, je pense que c'est important parce qu'il y a eu d'ailleurs une tribune récemment dans Le Monde de beaucoup de médecins français qui demandent en fait à revoir le système des urgences, à restructurer tout ça pour justement limiter les dégâts futurs, hein, parce que cette crise a été une sorte de catalyseur en fait de tous ces défauts. Après, ce dont je parle aussi dans le livre, c'est que je pense au contraire, on a mis en évidence ce que moi j'appelle les relations d'interdépendance, c'est-à-dire qu'on a besoin des autres pour exister, pour vivre au quotidien, et que ça peut paraître idiot, mais je pense pas qu'on l'ait vraiment concrétisé avant. Voilà. Et y compris le médecin qui a besoin davantage de l'aide-soignante, peut-être qu'il ne l'envisageait avant la crise. Exactement, même professionnellement. C'est-à-dire que justement parce que le virus, on savait peu de choses de ce virus, peu de choses des symptômes et peu de choses des mécanismes de propagation, les médecins ont encore davantage collaboré avec les infirmiers et les aides-soignants qui sont en contact direct avec les patients. Donc je pense qu'on a complètement revu en fait aussi nos modes de fonctionnement et justement mettant en évidence ce que j'appelle donc la relation d'indépendance. On a besoin les uns des autres. Aurélie Jean, j'allais dire, vous connaissez ce qu'il y a de meilleur à la fois en Europe et en France, mais aussi aux États-Unis. Quand on attaque cette nouvelle décennie avec la pandémie du Covid-19, beaucoup de craintes disent finalement l'avenir de l'Europe, on n'a pas les GAFA, on a très peu de Big Pharma. Ces questions-là sont essentielles pour des questions aujourd'hui de souveraineté. Quelles sont justement les voies que vous voyez pour l'Europe ? Alors, c'est une très bonne question. Alors, je pense qu'il va falloir réfléchir à l'échelle européenne de la réindustrialisation de l'Europe, parce que je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser là-dessus, en fait. On a Sanofi, hein. Oui, c'est vrai. Et puis après, on va en parler. Après, c'est vrai que moi, la pharma, je ne connais pas bien. Après, je peux parler des GAFAM et du développement technologique à faire en France. Moi, je n'aime pas cette diabolisation en fait, des GAFAM. Je pense qu'il faut être beaucoup plus intelligent et comprendre comment on peut faire pour avoir ce genre de société en France, en Europe, pardon. Et surtout, il ne faut pas oublier, on n'en parle pas assez, mais le texte européen de protection des données, par exemple, est aujourd'hui en fait une référence dans d'autres pays, et a été une référence pour le texte de Californie qui a été voté il y a quelques mois et qui a été fortement inspiré du texte européen. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que clairement, on a des choses à faire et ça, il faut remettre les sciences dans le débat. Les budgets de recherche sont incomparables entre les États-Unis et l'Europe. Enfin, il faut mettre en commun en fait les programmes de recherche. Il faut mettre en commun aussi les programmes des universités, des choses comme ça, forcément. Mais c'est vrai que je n'aime pas forcément cette diabolisation des GAFAM que parfois j'entends parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut davantage réfléchir à comment collaborer, comment faire en sorte qu'il y ait un respect des données et pas un abus d'autorité, en tout cas d'autorité à l'échelle de l'entreprise par son pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier que certaines de ces entreprises ont quand même des revenus, des chiffres d'affaires équivalents à des budgets étatiques, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je n'ai pas forcément de réponse toute prête.
mais je pense qu'on a des points forts en Europe et qu'il va falloir aussi développer des grandes stratégies de recherche et de développement à l'échelle européenne et ne pas penser à l'échelle française seulement. Je pense que c'est une erreur. Aurélie, avant de laisser la parole à Laurent Guimier, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'en France, le sujet du stop Covid, c'est-à-dire le tracking justement de celles et ceux qui pourraient être touchés par le Covid, a été mal mené, mal conduit, mal compris? Alors, moi déjà, le nom est dommage, parce qu'en fait, Stop Covid, on n'arrête pas un virus avec une application, on arrête un virus avec la médecine, avec des traitements, avec des gestes, voilà. Donc déjà, c'est vrai que le nom est un peu étrange pour moi, mais après, je trouve ça intéressant qu'on aille chercher des solutions technologiques et je trouve ça bien. Et après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties sur les risques du piratage, sur la protection des données, et que parfois, il y avait un certain flou sur ces sujets parce que justement, c'est des sujets qui ne sont pas forcément maîtrisés par les gens, peut-être pas forcément maîtrisés par les gens qui présentaient aussi le fonctionnement de cette application. Après, il faut que je suive de plus près, il faut que je vois en fait ce qui s'est passé avec le désaccord avec Apple. Mais c'est vrai que technologiquement, moi-même, parce que moi je ne connais pas ce genre de techno, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout de suite contacté des amis à moi pour comprendre la différence entre le Wi-Fi et le Bluetooth en termes de piratage, de risque de piratage, comprendre en fait aussi le fait qu'il n'y avait pas de données personnelles collectées, stricto sensu, et de comprendre aussi le mode collaboratif avec Apple et Google pour ce genre d'application. Je pense encore une fois, vraiment, c'est que le débat a peut-être été mal mené et peut-être parce que les gens n'avaient pas la grille de lecture qui leur permettait de comprendre, ne serait-ce la différence entre Bluetooth et Wi-Fi. Et surtout, ce que je dis aussi, c'est que, je ne l'ai pas dit dans le bouquin, mais c'est qu'en fait, ce n'est pas une application qui va nous sauver. C'est une application, avec d'autres solutions qui sont par des solutions cumulées qui vont nous permettre de sortir de cette crise. Et c'est ça, je pense, c'est fondamental. C'est pas une application qui va nous sauver. C'est une application plus plein d'autres. Il y a plein d'autres applications. Il y a Allo Covid que les gens connaissent peut-être, qui est un chatbot en fait où on peut appeler, définir ses symptômes et du coup on a un filtrage des gens et ça permet de savoir aussi si les gens ont Covid-19 parce qu'en fait on est hors de la crise saisonnière aujourd'hui, donc la grippe saisonnière, donc en fait les gens qui ont les symptômes d'une grippe, c'est forte chance que ce soit le Covid-19. Donc il y a ça, il y a aussi de mettre en place des systèmes de tests à grande échelle, de garder des gestes barrières, voilà. Donc en fait c'est ça, c'est l'esprit critique, c'est de dire qu'une application ne peut pas nous sauver, c'est un ensemble en fait de solutions et encore une fois, c'est d'expliquer aux gens, de leur donner la grille de lecture pour qu'ils puissent se poser les bonnes questions et poser les bonnes questions aussi. Alors, pour parler d'un domaine que vous connaissez encore mieux, intelligence artificielle, là on parle des applis qui vont nous permettre de sortir de la crise, mais en se posant la question un peu rétrospective, on en parlait avec Jean-Christophe il y a quelques jours, au fond, ça aurait été formidable quand même que l'intelligence artificielle nous aide à anticiper ce genre de drame. Je pose une question de total néophyte. Mais finalement, le meilleur argument pour que nous nous approprions et que nous aimions l'intelligence artificielle, ça aurait été de faire en sorte qu'elle évite que les pangolins nous fassent tant de mal. Alors, c'est une excellente question parce qu'on me l'a beaucoup posé. Des amis à moi m'ont dit, mais t'en es où? Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce que vous en êtes pour faire un modèle pour nous sortir de là? Alors, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire que, je vais expliquer pourquoi. Alors déjà, toutes les applications qui existent aujourd'hui, il y en a très peu où il y a de l'intelligence artificielle, c'est souvent de la gestion de données, il n'y a pas d'algorithme derrière forcément. Allo Covid, si, parce qu'il y a un chatbot, donc il y a une analyse sémantique du contenu, mais bref. Mais par contre, plusieurs choses. D'abord, première chose, d'avoir un modèle d'IA qui va nous permettre de prédire la pandémie, de prédire le début de pandémie. Ça n'a pas été possible stricto sensu. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous faites un modèle d'intelligence artificielle, il y a deux choses sur lesquelles vous vous basez. La première, c'est la connaissance explicite des mécanismes du virus, du phénomène, de propagation du virus, etc. Et la deuxième chose, c'est d'aller voir des événements similaires dans le passé pour faire apprendre un algorithme. Dans ces deux cas, on n'a pas pu le faire parce qu'on avait une méconnaissance du virus, de la maladie, et c'est un événement rare, donc il n'y a pas d'équivalent dans le passé. Contrairement à la grippe saisonnière, pour laquelle il y a des modèles qui tournent chaque année et qui nous permettent de prédire le nombre de personnes qui vont l'avoir et de prédire l'évolution, par exemple, en Europe. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la grippe saisonnière chaque année
dans les années précédentes et qu'on a une connaissance très claire des mécanismes de propagation de ce virus. Premier point. Deuxième point, on a utilisé, donc c'est pas de l'IA, c'est de la gestion de données, l'analyse de data, on a pu prédire les pics, par exemple, de pandémie. Souvenez-vous, en France, on avait prévu autour du 13-15 avril, et en effet, c'est ce qu'on a vu. Il y a eu une diminution après le 13-15 avril. Comment on calcule ça? En fait, on prend le nombre de personnes infectées dans un temps donné, on prend l'évolution de ce nombre par rapport au temps, sur plusieurs jours, par exemple, et on prend l'évolution de l'évolution. Donc ça, c'est l'accélération, pour aller définir un pic. Donc ça, on arrive à le faire. C'est pas de l'IA, c'est de l'analyse de data. Et enfin, aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui travaillent, je ne me suis pas penchée dessus, je n'ai pas regardé, mais il y a des gens qui travaillent sur tester différents scénarios de déconfinement et de voir en fait ce qu'il peut se passer à posteriori avec ces différents scénarios où on peut déconfiner tout en même temps, déconfiner par région, garder les gestes barrières, ne pas les garder, etc., etc. Et ça, on peut arriver en fait à apporter des éléments prédictifs en ayant aujourd'hui une meilleure connaissance en fait de propagation et de transmission du virus. Mais en tout cas, c'est important aussi de comprendre que l'IA n'est pas magique. L'IA est un outil et que quand on comprend que l'IA s'appuie d'une part sur une connaissance explicite d'un mécanisme et s'appuie sur un passé de ce mécanisme, à savoir est-ce qu'il a existé dans le passé. Dans le cas du Covid-19, on n'avait aucun des deux éléments qui nous permettait de faire un modèle sûr. Néanmoins, juste petite précision, il y a quand même une entreprise Blue Dot canadienne qui a réussi à prédire en fait le début d'une pandémie, à dire qu'il allait y avoir une pandémie. Pourquoi? Parce qu'eux en fait ont analysé par exemple des données sociologiques, des données aussi de transport des gens par avion à partir de Wuhan, donc le centre en Chine où le virus est né, pour justement avoir une idée de comment le virus allait se propager. Mais ce n'est pas une modélisation, déjà c'est que de la data, et puis ce n'est pas une modélisation du phénomène lui-même. Peut-être il nous reste un quart d'heure, hein, donc le temps passe très très vite. Parlez de ce qui se passe dans les entreprises. Est-ce que vous l'évoquez dans notre entreprise, le monde du travail au global? Vous en parlez dans le livre, hein, cet apprentissage fait la force aux éditions de l'Observatoire, je le rappelle, disponible en numérique dès aujourd'hui. Vous employez ce terme, alors qui est un terme un peu à la mode, mais qui pour vous est beaucoup plus profond que le simple mot de slasher. Est-ce que vous pouvez redire ce que c'est que le slasher? Et puis deuxièmement, pourquoi d'après vous, on va devoir tous s'habituer à vivre comme ça? Et surtout, on doit pouvoir faire en sorte que ça améliore là aussi à la fois sans doute la vie au travail et puis le sort de la société en plus global. Alors en fait, donc slasher, ça vient de slash en anglais, qui est la barre slash, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs. En fait, c'est le fait d'avoir plusieurs métiers, par exemple, ou plusieurs post-jobs. Et ce que je dis, donc c'est très lié à ce qu'on appelle la gig economy en anglais. GIG, gig economy. Donc c'est cette économie qui s'appuie aussi sur les forces plurielles des gens et les positions professionnelles différentes des gens. Donc je m'explique, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens avoir deux jobs. Et pas pour les raisons auxquelles on pense, à savoir, c'est pas parce que leur premier job ne leur donne pas assez de salaire, en fait, c'est souvent parce qu'ils recherchent autre chose, ils veulent exploiter des talents différents dans leurs compétences, etc. Et en fait, c'est vrai que ce confinement, cette crise, on a vu apparaître, en fait, d'une part, au sein d'une entreprise elle-même, au sein des équipes, les gens qui allaient déployer de nouvelles compétences parce qu'il fallait faire feu de tout bois et réagir parfois dans l'urgence sur des situations relativement bancales. Donc, les gens ont pu développer des nouvelles compétences, les montrer, les déployer, et du coup, elles veulent, je pense, les garder a posteriori. Et deuxièmement, c'est vrai qu'il y a des gens, beaucoup, en tout cas dans mon entourage, et j'écoute, je regarde, qui en ont profité parce qu'ils avaient peut-être un peu plus de temps et d'énergie, en tout cas, d'aller sur un projet intrapreneurial, donc dans l'entreprise, entrepreneurial, ou un projet de bénévolat, ou un projet, plein de projets. Parce que le bénévolat aussi fait partie de la gig economy. C'est-à-dire qu'on peut avoir un acte de bénévolat à côté sans être payé, mais ça contribue à l'économie. Il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est ce que je dis, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une découverte davantage de cette gig economy, qui n'est pas quelque chose de commun encore en France, et sur lequel, encore une fois, l'État, je pense, peut apprendre et mettre en valeur, et voilà, et que les gens puissent comprendre que c'est intéressant aussi de faire ça, en tout cas pour leur propre épanouissement aussi. Alors, les gens, mais aussi les managers. Je passe la parole à Jean-Christophe.
Oui, Aurélie, c'est vrai que depuis maintenant quelques jours, beaucoup de salariés, beaucoup de dirigeants d'entreprise s'interrogent sur le après. On a entendu bien sûr les annonces faites par Google, Facebook, encore Twitter il y a 48 heures, qui annonçaient presque que maintenant, dans le futur, les équipes, les collaborateurs pouvaient rester travailler chez eux et ne pas imaginer de retour. Est-ce que vous pensez finalement que le télétravail va peut-être dans un futur proche devenir la règle et que le bureau restera l'exception? Alors moi, non, je ne crois pas du tout parce que je pense que les gens aussi ont besoin de se parler en personne, ont besoin de se voir, ont besoin de se toucher, enfin, je pense. Cela étant dit, je pense que ce confinement a permis de lever une barrière sur le télétravail. C'est-à-dire que moi, je vois la grosse différence entre les États-Unis et la France. C'est-à-dire que et tout n'est pas bien aux États-Unis, hein, je ne dis pas ça, mais c'est vrai que le télétravail, même s'il est de plus en plus valorisé, il a été de plus en plus valorisé ces dernières années, ce n'était pas encore véritablement dans l'ADN des entreprises et des équipes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on demande à demi-mot, qu'on n'ose pas trop faire. Et je pense que là, parce qu'on n'a pas eu le choix, ça a forcé aussi les managers à avoir confiance en leurs équipes et à donner de la responsabilité individuellement et collectivement à leurs équipes. Et je pense que ça, c'est fondamental. Donc, est-ce que le télétravail va devenir la norme pour tout le temps? Non. Mais je pense que ça va devenir la norme. Occasionnellement, les gens vont pouvoir revendiquer le télétravail et qu'ils ont vu en fait qu'ils pouvaient travailler aussi en télétravail, même s'il faut quand même pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont travaillé en ce moment, enfin avec la crise, en télétravail, avec en plus à gérer leur famille, la maison, et c'était très compliqué. Donc c'était en plus un mode télétravail assez contraignant et sous pression. Mais je pense que oui, on va revoir cette image de télétravail peut-être en mieux en fait. Ouais. Qu'est-ce qui va remplacer la machine à café? Qu'est-ce qui va remplacer la machine à café? C'est une bonne question. C'est pour ça que je pense que le télétravail ne peut pas exister à 100%. Parce que la machine à café ou autre symbole, hein, parce qu'en fonction des cultures, des entreprises, c'est autre chose, est importante. Parce que c'est là où l'information se transmet, c'est là où parfois les débuts de projets, les projets commencent. Donc je pense, c'est pour ça que je ne pense pas au télétravail à 100% du temps. Je pense que ça me paraît pas vraiment réaliste. Donc non, ouais, non. Alors, on a une question, justement, Laurent Guimier, qui est posée par une lectrice qui pose la question, est-ce que l'IA sauvera le monde, Aurélie Jean? Je pense qu'il y a ni personne, ni quelque chose, rien ne peut sauver le monde. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que c'est la combinaison de beaucoup de choses qui peuvent sauver. Et l'IA, encore une fois, n'est pas une baguette magique. Et c'est intéressant parce que j'ai écrit ça récemment où on a vu apparaître avec ce confinement et cette crise ce que j'appelle de l'IA bashing, c'est-à-dire des gens avec des articles où on a commencé à dire que l'IA est incapable, qu'elle nous a trahis. Enfin, c'est les termes qui ont été utilisés. Et je pense qu'en fait, que ce n'est que la conséquence d'un buzz aveugle qu'on a fait sur l'IA avant. Et moi, je vois plutôt ça comme une opportunité pour enfin expliquer ce que fait réellement l'IA, ce qu'elle ne fait pas encore et ce qu'elle ne fera peut-être jamais, et d'essayer de capitaliser sur tout ce que l'IA peut apporter pour nous aider, nous assister, et ça, c'est fondamental. On a une deuxième question, Sophie, justement étudiante à l'ESSEC, qui s'interroge, c'est comment vous voyez l'évolution justement des femmes dans les métiers de la tech, qui sont à la fois, qui quelquefois ont été très malmenées en Californie. Quel est le regard que vous portez à la fois de votre propre expérience et de ce que nous vivons en France? Alors, par rapport à la crise, je ne sais pas si la crise a aidé ou pas, ça je ne pourrais pas dire. Par contre, on est encore en retard partout, hein, je veux dire aux États-Unis, en France, partout. Je pense qu'on est en retard autant dans le nombre de jeunes filles qui décident de continuer dans les sciences, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est jusqu'au niveau bac, on a autant de filles que de garçons, et c'est après, en fait, qu'on a une disparité apparente dans les matières scientifiques. Et même lorsqu'elles décident de continuer dans les sciences, et qu'elles ont leur premier job dans le milieu scientifique ou technologique, elles quittent à un moment, en fait, cette voie. Donc je pense qu'on est encore en retard, je pense que ça avance pas assez vite. Et je crois fortement justement au développement de la culture scientifique chez tout le monde, parce que moi j'ai eu de la chance d'avoir été élevée dans une grande culture scientifique, de curiosité, et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai continué dans les sciences, parce que les filles sont aussi bonnes que les garçons, c'est pas une question de compétence.
c'est une question d'appétence. Au contraire. Et donc si tout le monde cultive en fait cette culture, alimente cette culture scientifique et se rend compte de ce que peuvent faire les sciences, de ce que peut faire l'IA, si on parle de sciences numériques en l'occurrence, ça va attirer davantage de jeunes filles qui vont se rendre compte aussi qu'elles peuvent avoir un impact et sauver le monde entre guillemets. Pierre-Louis, dirigeant d'une entreprise, d'une ETI à Lyon, mentionne en disant, dans votre livre, donc vous voyez, il a lu votre livre, vous faites état qu'il faut que les dirigeants d'entreprise soient peut-être mieux accompagnés, ou en tous les cas, aient une conversation plus régulière avec le monde scientifique. Justement, c'est toujours l'idée de la permaculture, mieux on mélange, plus ça pousse. Quel conseil vous lui donnez pour un patron de TI justement qui veut s'ouvrir et être plus en dialogue, et quels sont les lieux justement pour pouvoir le faire? Alors, c'est intéressant parce qu'en plus, ça dépend de la taille de l'entreprise, bien évidemment. Mais plus généralement, dans les grosses entreprises, forcément, toutes les entreprises deviennent un petit peu technologiques. Elles vont utiliser de la data, elles vont peut-être faire de l'IA. Et donc, il faut qu'elles s'entourent des bonnes personnes et qu'elles ne doivent pas donner ça au DSI parce que je pense que ce serait une erreur. C'est des compétences diverses, variées et très différentes, vraiment. Donc ça, c'est important. Donc il faut qu'elle se rapproche de ça. Il faut aussi que dans ces boîtes-là, lorsqu'il y a un CTO, donc le CTO, c'est le dirigeant technique au comité exécutif, il faut qu'il ait une place à la même hauteur que les autres acteurs du comité exécutif. Et je le dis vraiment, vraiment profondément parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Ils n'ont pas la même place et je pense que c'est révélateur en fait d'un manque de mise en valeur des sciences et des technologies de façon générale. Après, pour une petite entreprise, je pense que c'est important pour la petite entreprise que le dirigeant soit au courant de ce qui se passe et à tout niveau pour justement pouvoir utiliser les technologies, pas en développer, pas forcément, mais en tout cas savoir utiliser les bonnes technologies, comprendre ce que c'est le texte de RGPD, de protection des données, savoir comment être conforme, savoir qu'est-ce qui peut être fait, de quels outils ils peuvent utiliser de façon à mieux se protéger. Donc c'est de manière générale s'ouvrir en regardant ce que les scientifiques font, en parlant à droite à gauche, et voilà, en tout cas s'y intéresser, parce que je pense que c'est pas tant qu'il n'y a pas du contenu à lire ou à écouter, c'est davantage qu'on n'a peut-être pas l'idée d'aller écouter ou lire ces contenus. Donc voilà, mais il y a des choses qui se font, hein, et c'est très intéressant. En fait, il y a des patrons d'entreprises, de petites entreprises et de plus grosses, qui s'intéressent, qui s'entourent, qui donnent une place particulière et intéressante au CTO. Donc ça change, mais c'est pas partout en fait. C'est ça que je dis, et c'est dommage parce que le CTO mérite une place à la même hauteur que le CFO, le CMO, le CEO. Alors de mon côté, j'ai une petite dernière question qui nous arrive. Caroline, qui est chef d'entreprise à Lille, qui vous pose la question, ferez-vous un jour de la politique? Êtes-vous prêt à vous engager? Non, je n'ai pas d'agenda de ce point de vue-là. Quand on est slasher, on doit faire aussi de la politique, non? Ouais, ce serait difficile de faire à la fois de la politique et tout ce que je fais à côté. Mais le slashing est assez limitant, mais je n'ai pas d'agenda, si c'est ça la question. Ok. Laurent, est-ce qu'il y avait une question, peut-être juste une dernière question, et c'est vrai qu'on l'a jamais évoqué. Est-ce que votre frustration, un petit peu, que l'on perçoit des fois, Emmanuel, parce qu'on sent bien que les scientifiques, pardon Aurélie, les scientifiques ont été un peu malmenés durant cette crise avec des voix divergentes, etc. Donc il y a une question sur l'affaire Raoult. Vous en pensez quoi? Écoutez, pour moi, c'est symptomatique de ce qui s'est passé, à savoir que parce qu'on était dans une crise de confiance, parce qu'on était stressé, parce qu'on a paniqué aussi, on s'est jeté sur la moindre phrase, le moindre résultat, sans véritablement de recul et d'esprit critique. Et je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas dire si la chloroquine en question est efficace ou pas. C'est pas la question. Par contre, je peux lire un article de cette équipe et de juger de la pertinence de l'étude clinique par la pertinence de l'analyse statistique de l'étude. Et en fait, c'est ce que j'avais fait. Je m'étais amusée à le faire pour un article dans Le Point où j'expliquais qu'encore une fois, je ne porte aucun jugement sur la chloroquine. C'est pas le but. Ce que je dis, c'est tout le monde peut arriver à lire un article, en tout cas pour comprendre la pertinence. Et encore une fois, c'est l'esprit critique, c'est la culture scientifique. Et donc, c'est davantage ça, c'est de voir que j'ai vu en fait une profonde perte d'esprit critique. Et encore une fois, ce n'est pas de juger ou pas si la chloroquine est efficace, c'est de juger de l'approche, de la pertinence statistique d'une étude clinique, de la pertinence de propos,
de la pertinence du raisonnement dans le temps. Et c'est ça, en fait, qu'il faut évaluer et que je sais qu'on est en temps de crise et que parfois, il faut accélérer les process. Je me rends bien compte parce que quand vous soumettez un papier dans une revue, ça peut mettre 6 mois avant de sortir. Je m'en rends bien compte. D'avoir une étude clinique validée, ça prend du temps. Mais à ce moment-là, on peut essayer d'être en mode, j'ai envie de dire, voilà, en mode de guerre pour essayer d'accélérer les process. Mais ça ne veut pas dire tout accepter, ça ne veut pas dire tout accélérer. Et surtout, il faut garder un esprit critique. Et c'est ça que je dis, en fait. Vous attendez les résultats de Discovery. Voilà. On risque d'attendre un petit moment. Merci beaucoup, Aurélie. Aurélie, je rappelle donc que vous êtes l'autrice ou auteureux, c'est vous qui choisissez, de l'apprentissage fait la force aux éditions de l'Observatoire. Petit livre, je dis petit parce qu'il n'est pas très long, mais il est bourré de valeurs, d'idées et surtout de sujets de conversation, on va le dire comme ça, parce que on n'est pas forcément d'accord quand on lit le livre, mais c'est très fécond intellectuellement parce que ça nous fait réfléchir à la suite aux éditions de l'Observatoire. Merci Laurent, merci Jean-Christophe aussi. Aurélie, merci. Vous avez employé plein de mots importants. Vous avez parlé de confiance, de responsabilisation, de grille de lecture, de force plurielle des gens, de relations d'interdépendance, d'appétence. Voilà, je pense que c'est plein de mots très importants qui, dans une logique justement du PERMA Restart Café, correspond exactement à la philosophie sous-jacente que l'on veut pousser. Donc, merci pour votre présence. On souhaite beaucoup de succès à votre livre et on souhaite aussi évidemment beaucoup de succès à notre initiative, dont je rappelle qu'elle se poursuivra chaque jeudi matin. On donnera le nom du prochain invité dans quelques jours. Et je rappelle que le but aussi, c'est de créer une communauté autour de cette notion du PERMA Restart Café. Il y aura même un événement co-organisé par ETX Studio et La Tribune au mois d'octobre. Voilà, merci infiniment. Il y avait, je crois, beaucoup de monde en plus qui nous a suivis. Donc, voilà, merci de votre compréhension pour les éventuels petits calages techniques à faire. Mais en tout cas, on était heureux de passer ce moment avec vous. Merci encore, Jean-Christophe et Laurent. Merci et à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine. Merci. Merci.